Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CRM Heroes, le podcast qui décrypte les dessous des métiers du CRM pour les entreprises, avec les responsables CRM marketing qui font le succès de ces marques. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Émilie Chanson, Head of CRM chez Deezer. Bonjour Émilie. Bonjour David. Très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Oh, merci à toi, c'est un plaisir. Eh bien, Émilie, on va passer quelques minutes ensemble pour justement, comme je disais en introduction, discuter du CRM marketing, de ce que tu fais sur Deezer. Et on a préparé pour l'audience des petites surprises, puisqu'il y a plusieurs rubriques dans l'émission de CRM Heroes, mais l'objectif étant de discuter un petit peu de ce que tu fais chez Deezer, comment tu es arrivé là, et on a un sujet qui est hyper intéressant, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'IA décisionnelle, puisque tu as des petits projets en interne. Et ben, pour bien commencer les choses, ce que je te propose, c'est peut-être attaquer par la rubrique Le Portrait pour un peu mieux te connaître, et je te retrouve juste après le jingle. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours professionnel, ta formation, pour qu'on apprenne à mieux te connaître? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Émilie Chanson, je suis, comme tu l'as dit, Head of CRM chez Deezer et ce depuis bientôt 4 ans, en charge des parcours automatisés d'activation, conversion et win-back. Avant d'arriver chez Deezer, j'ai passé 8 ans chez Canal+, et principalement à l'étranger. J'ai commencé par des missions de développement commercial. J'ai fait une école de commerce, donc voilà, j'ai commencé par des missions de développement commercial chez Canal, basé au Ghana, en Afrique de l'Ouest, et puis ensuite à Paris sur un rôle plus régional. D'accord. Et ensuite, je suis partie en Asie, où j'ai été directrice commerciale de la filiale du groupe Canal au Myanmar. Filiale qu'on est parti en fait monter là-bas avec une équipe réduite. On est parti à 4 ou 5 personnes, globalement. Une personne responsable de la filiale, le DG, un directeur financier, un directeur des programmes, un directeur technique, et puis moi au commerce. Donc voilà, on est partis tous les 5 monter cette filiale là-bas, recruter toutes les personnes sur place dont on avait besoin pour Sacrée lancer, aventure. incroyable, lancer les opérations un an après, à peu près. On voulait commercialiser nos abonnements de télé payantes un an après. Donc on a eu un an pour tout préparer. Ça a été hyper riche, hyper intense. C'était en quelle année, tu as dit ça? J'y suis partie en 2017, début 2017. C'est ça, Ok. ça remonte à 8 ans, 9 ans, ça Ouais, remonte un petit moment déjà. Ensuite, donc après le Myanmar, j'ai évolué sur un job de directrice marketing et je suis partie dans la filiale du groupe à Hanoï, au Vietnam, donc toujours chez Canal. Donc sur un métier complètement différent, oui et non, en tout cas, si différent dans le quotidien. Donc j'étais sur tous les sujets communication, marketing, plateforme de marque, stratégie d'influence, paid media, stratégie 360 un peu plus classique D'accord. avec voilà. Une bonne vision globale, quoi. Exactement. Et donc après ces 8 années riches, intenses, qui sont passées très vite parce que voilà, j'ai fait des sauts de puce ci et là, j'ai changé beaucoup de pays et de métiers. Bah, j'ai pris une année off pour me consacrer à plein de choses que j'adore pratiquer. Donc voilà, la danse classique, de la peinture, du théâtre. Enfin voilà, j'ai pris une année pour moi, pour faire ce que D'accord. j'adore faire sur mon temps libre. Sauf que j'ai eu une année de temps libre, donc c'était formidable. Génial. Et c'est suite à cette année sabbatique que je suis arrivée chez Deezer. Donc je suis rentrée à Paris et j'ai intégré Deezer. D'accord. Et Voilà, cette donc année sabbatique, tu l'as fait au Vietnam? Tu es resté là-bas? je suis restée 6 mois de plus au Vietnam, effectivement. Donc après mes 2 ans à Hanoï, je suis restée 6 mois de plus au Vietnam et ensuite à Madrid. Ok. Voilà. Ouais, une globe-trotteuse que nous avons au podcast aujourd'hui. Un peu la bougeotte, un peu la bougeotte. Et donc là, aujourd'hui, tu es revenu sur Paris, c'est ça? Et donc je suis de retour à Paris depuis bientôt 4 ans chez Deezer. Donc voilà, j'ai pas un profil CRM classique, j'ai un parcours assez divers.
avec ce que profil classique veut dire dans le nom métier, hein, bien Ouais, entendu. exactement, exactement, Et exactement. justement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais chez Deezer en introduction? Comme ça, on va en Ouais, parler longuement pendant l'épisode, mais pour qu'on recadre un petit peu comment ça fonctionne chez vous et ton équipe aussi. ouais, bien sûr. Je suis en charge de tous les parcours automatisés. Donc, c'est pas du tout des campagnes ad hoc dont je m'occupe, des parcours automatisés, donc life cycle, sur des objectifs d'activation, conversion. Donc, ces deux objectifs chez nous sont assez corrélés parce que c'est tout ce qui se passe globalement sur les 30-60 premiers jours de l'utilisateur, une fois qu'il s'est inscrit sur Deezer. Mais également des parcours automatisés ayant pour but de faire en sorte que les abonnés se réabonnent quand ils ont churné. Donc voilà, c'est vraiment tout le funnel d'activation, conversion et conversion au sens large, même en fin de cycle quand les users ont churné. D'accord, très clair. Et dans ton équipe, vous êtes combien actuellement? Alors, j'ai une équipe de deux personnes, donc on est trois avec moi. Ça fonctionne bien comme ça. On a été un petit peu plus à une époque, voilà, là on est un petit peu plus en équipe resserrée et ça fonctionne plutôt bien. Je sais que c'est un sujet, l'organisation, qu'on aura peut-être le loisir Exactement. de développer en fonction. Exactement, les choses sont mouvantes, donc effectivement, les organisations d'hier sont pas forcément celles qui fonctionneront demain. En tout cas, aujourd'hui, on est sur une organisation qui fonctionne bien. Ça marche. Merci, Émilie. Je pense que les gens te connaissent un petit peu mieux. Bon, on aura le loisir d'échanger de nouveau dans ce podcast pour un peu mieux te connaître sur plusieurs prismes. D'ailleurs, j'en profite pour les auditeurs, auditrices, si vous voulez vous abonner à la chaîne, de vous abonner, de partager ce podcast, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et donc, n'hésitez pas à le partager. Je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour écouter notamment ton témoignage, Émilie. Et justement, pour rebondir sur la suite, merci pour ta présentation en tout cas, on va parler d'un aspect qui est donc incontournable dans le milieu du CRM, puisque c'est plutôt la partie technique. Donc on se retrouve juste derrière le jingle pour l'instant tech. Donc l'instant tech, Émilie, c'est l'opportunité pour nous de mieux comprendre comment ça s'articule chez Deezer pour tes équipes et pour toi-même, d'un point de vue plutôt technique du coup, avec les outils. Donc quels sont un peu les outils que tu utilises au quotidien et qui drive chez Deezer le CRM? Oui, alors notre plateforme d'engagement client, nous, c'est Braze. Et ce, depuis assez longtemps, 8 ou 9 ans, j'ai même plus exactement Donc avant ton arrivée. la timeline exactement. Voilà, donc ça fait un moment qu'on travaille avec Braze. Notre CDP, c'est Segment. Pour tout ce qui est analyse de data, on est sur Tableau et sur un outil qui s'appelle Growthbook qui nous permet de faire des analyses d'A/B testing, d'optimisation, etc. C'est vraiment un outil d'analyse sur de l'A/B testing. Donc c'est, on va dire, les outils que mon équipe et moi-même utilisons le plus souvent. Il y a évidemment tout un tas d'autres outils qui seraient plus traitement de la data, etc., qui sont beaucoup plus transparents pour nous. Bien entendu, et on rappelle le contexte, hein, c'est quand même une application. Il y a aussi la version web, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc est-ce que tu es sur les deux, toi? On est sur les deux, tout à fait. Même si on est très focus app mobile, parce qu'aujourd'hui, voilà, la majorité de nos utilisateurs consomment le contenu et écoutent sa musique sur l'app, mais on est évidemment sur les deux plateformes. C'est quoi le ratio à peu près Bah, je l'ai même pas en tête, tu vois, j'étais en train de réfléchir quand tu m'as posé la question, je l'ai pas forcément en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais le web n'est pas non plus voilà, quelque chose qu'on néglige, parce qu'il faut qu'on soit évidemment efficace sur toutes les plateformes qu'on propose. Du coup, je profite de l'instant tech, Émilie, pour savoir un peu quels sont les autres outils que tu as pu utiliser, et si tu as un outil coup de cœur à nous partager aujourd'hui pendant cette rubrique. Alors, un outil coup de cœur, peut-être que le mot coup de cœur est un petit peu survendu. Moi, T'as je. pas le droit de dire 10 heures. Interdit. Euh, nous, on aime bien utiliser Growthbook. Je suis pas certaine que ce soit un outil très connu, parce que c'est Alors, qu'est-ce que ça vraiment coûte? exactement. C'est un outil, alors un peu niche. Encore une fois un bien grand mot, mais voilà, c'est pas forcément un outil qui est très répandu et dont j'ai beaucoup entendu parler en dehors de Deezer. Mais en tout cas, nous, d'un point de vue opérationnel, c'est un outil qu'on adore parce qu'il nous permet vraiment d'analyser de manière hyper rapide et hyper claire tous les A/B testing qu'on fait.
Je sais D'accord, que beaucoup de clients Braze font leurs A/B testing et surtout leurs analyses directement dans Braze. Nous, pour des raisons que je vais t'épargner, mais voilà, des raisons d'ingestion de data et mmh, de coûts associés à l'ingestion de data dans bien Braze, sûr. on ne fait pas forcément nos analyses d'A/B test dans Braze, et donc on le fait dans cet outil. Et donc pour nous, cet outil, c'est un peu waouh, la magie, quoi. On lance un A/B test et puis paf, on a les résultats assez rapidement dans cet outil-là, de manière assez visuelle. On trouve ça hyper bien fait et c'est vrai que voilà, pour une équipe qui fait beaucoup d'A/B testing, c'est assez gratifiant. D'accord et quand tu parles d'AB test, tu AB testes quoi? Un peu tout. Un peu tout. Grande L'enjeu, question. c'est ouais, l'enjeu, c'est souvent de prioriser toutes les idées d'AP test qu'on peut avoir. Mais ça va être du timing d'envoi de communication, de la copie, des assets, une stratégie même un peu globale sur un segment particulier. On fait beaucoup d'AP testing. Et je t'ai pas posé la question, mais c'est quoi le ou les canaux principaux, d'activation que vous avez chez Deezer aujourd'hui? Alors nous, on est beaucoup sur de l'email, bien sûr, et tous les canaux in-app. Donc in-app message, tout ce qu'on appelle bannière, content card, etc. Dans l'app et push, bien sûr. Le SMS, c'est quelque chose qu'on active plus du tout. On l'a fait à une époque, on Peut-être un peu réfléchit de temps coûteux. en temps à le relancer. Voilà, il faut juste le prioriser, mais on est essentiellement et quasiment exclusivement sur email, push et in-app. OK, très clair. Rappelle-moi le nom de l'outil que tu nous as cité, que je puisse le mettre en commentaire. Growth Book. Growthbook. Eh ben, écoutez, Growthbook, on vous mettra du coup les éléments si ça vous intéresse, en commentaire, bah, à la fois de cet épisode et du post. Bah, merci Émilie, c'était l'instant tech. Eh ben, merci beaucoup Émilie, c'était l'instant tech. On en sait un petit peu plus du coup sur, ton contexte, outil et j'avais, envie de te poser des questions sur, ben, quels étaient toi, les KPI, que tu, pilotes au quotidien pour savoir, ben, si le pôle CRM est en bonne ou en mauvaise santé? Oui, alors donc sur mon scope, donc je le rappelle, hein, qui est activation, conversion et win-back. Les KPI sont donc des KPI en premier lieu d'activation. Donc on a défini en interne avec l'équipe data, et c'est enfin, principalement l'équipe data qui a fait ce job-là. On a défini des signaux qui pour nous étaient des signaux forts d'un user qui active, c'est-à-dire qui développe un usage dans les premiers jours sur Deezer. Donc l'équipe data nous a donné les signaux, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, on veut inciter le user à faire telle action. Au bout de 2, 3, 4 semaines, et ça va en l'occurrence jusqu'à 4 semaines, on veut que l'utilisateur ait fait telle ou telle action. Donc on a vraiment des KPI d'activation qui sont très clairs, qui nous permettent vraiment, nous, ensuite, d'orienter notre stratégie autour de ces signaux. Alors quels sont un peu du coup ces signaux dont tu parles, pour dire, bah, Ouais, c'est un alors bon utilisateur, mauvais ouais, utilisateur? bien sûr. Alors, on est passé par plusieurs itérations hein, sur la définition de ces signaux. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais c'est lié à l'usage du produit. Donc, ça peut être par exemple l'utilisateur a fait telle action dans le produit Bien sûr. au bout d'une semaine. Donc, par exemple, le user a je sais pas, mis une track, une chanson en favori dans sa bibliothèque au bout d'une semaine. C'est un signal pour nous que l'utilisateur est en train de développer une habitude autour de Deezer. Voilà, et Et qu'il ainsi est de toujours suite. actif, hein. Exactement. Et donc on a voilà ce genre d'actions entre guillemets, plutôt que des signaux, c'est des actions qu'on veut inciter l'utilisateur à faire. Voilà. Donc ça, c'est des KPI d'activation qui sont assez clairs et très actionnables. Ensuite, les KPI de conversion, donc là, c'est tout simplement le nombre d'utilisateurs qui vont souscrire à un free trial, voilà, un essai gratuit. C'est ce qu'on a chez Deezer et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est quand même assez classique C'est le standard, oui, c'est dans ça. tous effectivement, ces business à abonnement. Donc voilà, l'utilisateur peut souscrire à, en l'occurrence, 2 mois gratuits en France. Donc c'est le nombre d'utilisateurs qui vont prendre cet essai gratuit. Et ensuite, le taux de conversion qu'on a sur du full price. Voilà, ça semble pareil assez évident sur un business d'abonnement qui fonctionne avec un free trial, mais c'est ce qu'on a également chez nous.
Et donc sur la partie win-back, là c'est le taux de réabonnement, donc c'est sur le nombre de churners qu'on a et qu'on cible avec nos communications, quel est le pourcentage qui se réabonne. Ok, super clair. Et est-ce que vous avez également Tu suis, alors j'imagine c'est plutôt toi, tes équipes qui vont suivre les KPI d'activation. Par exemple, est-ce que les pushs sont bien ouverts? Est-ce qu'ils sont bien cliqués, etc., etc. Est-ce que c'est des choses que tes équipes suivent Oui, aussi? bien sûr. Ouais, bien sûr. On regarde évidemment les KPI d'engagement sur nos communications CRM. En ce sens, c'est vraiment la première couche finalement de KPI qu'on regarde. Et puis ensuite, voilà, de proche en proche, on évolue sur des KPI plus business. Ou si on regarde les choses dans le sens contraire, on regarde les KPI business, on voit si on est bon ou pas. Si on n'est pas bon, ben ensuite on regarde dans les secondes couches de KPI business pour ensuite regarder aussi les KPI d'engagement pour voir où est le... Eh ben écoute, Émilie, super intéressant. Ce que je te propose, c'est que j'ai sélectionné pour l'émission un petit article. On fait généralement ça sur CRM Heroes, justement pour introduire un petit peu le sujet. C'est une actualité qui est assez fraîche et une actualité cocorico, puisqu'il s'agit d'un extrait d'Arthur Mensch, qui est CEO de Mistral AI, qui, lors d'un communiqué officiel du groupe CMA, annonçait un accord avec ce géant. Et il disait, nous sommes très fiers de ce partenariat qui confirme que l'IA générative est une technologie de rupture pour l'industrie. Mistral AI a pour vocation de devenir le moteur d'IA des entreprises européennes pour les aider à gagner en performance. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que, David, tu nous parles de ce communiqué de presse? Parce qu'en fait, je vous le mettrai en commentaire, mais il y a trois cas d'usage décisionnel qui sont cités dans cet article-là. Le premier, c'est l'optimisation des itinéraires, parce qu'il s'agit là de transport via cargo. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, moi, j'y connais rien. Ah non, du tout. Ben voilà, donc apparemment, c'est un vrai sujet. Bon, on imagine très bien qu'avec tous les flux et le e-commerce, le monde tel qu'il existe aujourd'hui, les cargos ont une importance capitale et en fonction, ces décisions peuvent coûter cher. Ensuite, la synthèse de documentaires pour la prise de décision rapide. Donc, c'est un sujet qui est abordé là. Et enfin, que l'IA décisionnelle leur permet d'allouer des actifs, notamment pour ce qui est de la répartition des containers. Alors, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, avec l'IA, qu'il y a énormément de chamboulements, hein. Je pense que même chez Deezer, l'IA, c'est même pas un sujet récent, hein. Ça doit être dans la plateforme depuis très longtemps, mais elle est en train de bouleverser. Donc, on a des écrits sur tous les LLM, l'IA générative, comment ça va changer, etc. Mais justement, là, ici, on a un exemple concret avec un géant de l'IA français dans un contexte industriel où l'IA décisionnelle a une importance du coup dans les prises de décision. Je ne sais pas si ça te parle, toi, ce sujet. Oui, bien sûr. Alors ça m'évoque des choses. Déjà, je suis ravie de voir que, voilà, que des entreprises françaises, européennes signent entre elles et permettent l'une à l'autre de monter en puissance. Enfin, voilà, dans un contexte international qui peut poser question sur plein de sujets et sur ce sujet de l'IA en particulier, je trouve. Donc, à titre totalement personnel, je suis assez ravie de cette nouvelle. Et ensuite, ouais, ça montre juste qu'on est tous concernés par cet énorme sujet qui est complètement nouveau. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on en parle. Enfin, c'est dingue de se dire qu'il y a 5 ans, on n'avait jamais entendu, ou presque jamais, en tout cas, à titre perso, encore une fois, entendu parler d'IA. Et aujourd'hui, c'est une énorme révolution et on s'aperçoit que ça va impacter globalement toutes les industries, à peu près tous les métiers. Peut-être pas tous les métiers, mais une grande partie des métiers. Donc, c'est fou de se dire qu'il y a des gens chez CMA CGM qui travaillent sur les itinéraires, l'optimisation sûrement de l'occupation des containers, etc., qui se posent des questions similaires à nous chez Deezer sur voilà, comment optimiser nos communications à nos utilisateurs. Enfin, c'est Mm. dingue de voir des industries si différentes C'est sur des vraiment métiers universel, complètement quoi. différents, exactement se poser des questions qui sont finalement assez similaires. Justement, je fais une petite parenthèse pour savoir un petit peu c'est quoi ton rapport à l'IA, toi, aujourd'hui. Mon rapport à l'IA, vaste sujet. Ouais. Vaste sujet. Est-ce que tu l'utilises déjà dans ton quotidien, toi? Alors, je l'utilise à titre perso le moins possible.
Voilà, c'est assez, comment dirais-je? C'est assez, étrange, de dire ça quand on travaille, voilà, en CRM et que finalement je me retrouve à travailler avec Bien sûr. un outil, powered par l'IA. À titre perso, j'utilise le moins possible, voilà, parce que je pense que c'est évidemment génial dans le sens où ça permet, d'obtenir tout un tas de choses en à peu près 3 clics, donc c'est quand même fou. Et en même temps, on ne peut pas nier toute la consommation d'énergie que ça requiert. Je trouve on commence à être alerté, informé de ce que ça implique finalement, de tout ce que ces data centers un peu partout dans le monde impliquent en termes de consommation de ressources. Et voilà, j'essaie de rester prudente quant à mon usage. Voilà. Est-ce que chez Deezer, vous l'utilisez Oui, bien sûr, c'est utilisé déjà par tous ceux qui le souhaitent. Nous, on a un outil en IA en interne qui nous permet évidemment d'avoir l'information qui reste en interne et qui part pas voilà, sur ChatGPT ou sur des GPT qui sont publics. Donc voilà, chacun l'utilise un petit peu comme il le sent en fonction de son métier et de ses besoins. On est par ailleurs une boîte qui marche évidemment sur tout ce qui est machine learning, algorithme, etc. Donc on n'a pas attendu l'IA pour évidemment se reposer sur des choses plus ou moins similaires. Je suis pas du tout experte du sujet, donc je veux pas, voilà, je veux pas trop m'avancer, mais Pas de souci. à titre perso, bien sûr qu'on l'utilise, que les gens l'utilisent et que les gens sont encouragés à l'utiliser, ce que je trouve parfaitement normal dans un monde où c'est très répandu et où finalement tout le monde l'utilise. Voilà, et on est un peu dans cette course à l'optimisation des process, de tout un tas de choses et ce qui s'entend. C'est un petit peu Complètement. la marche du monde actuellement. Et ben justement, ben, ça me fait une belle passe décisive, Émilie, pour jumper sur le sujet. En préparant ce podcast, on s'est demandé un petit peu par rapport à tes projets chez Deezer et l'actualité qu'on vient de citer, qui est l'IA. Qu'est-ce que on pourrait raconter qui serait un peu différent, parce qu'on va pas refaire avec l'histoire sur ce que l'impact de l'IA a dans les grandes entreprises et notamment chez Deezer. Mais justement, il y a un vrai projet concret d'IA decisioning que vous êtes en train de développer chez Deezer et dont tu vas nous parler. Et c'est le sujet qui va nous amener, puisqu'on va essayer de se demander comment l'IA decisioning permet de briser le plafond de verre CRM. Oui. Tu peux nous parler un petit peu du contexte de ce projet, comment il s'insère dans une stratégie de développement. J'imagine que c'est pour, du coup, aller plus loin d'un point de vue Mhm. CRM par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et bah, du coup, trouver des éléments différenciants par rapport à la concurrence. Oui, bien sûr. Nous, en fait, le point de départ, ça a été un constat qu'on a fait, où on s'est, comment dirais-je, on s'est aperçu, on s'est rendu compte qu'en fait, après 2-3 ans de travail intensif dans l'équipe CRM sur la refonte de nos process, la refonte on va dire, de nos fondations, consacrées aussi ensuite à l'accélération de la création de journey, de tests, d'optimisation, etc. Après ce cycle de 3 ans, on s'est juste dit, bah, si on veut aller atteindre l'étape d'après, globalement, il faut qu'on passe par un outil d'AI decisioning. Parce qu'en fait, on a vraiment passé beaucoup de temps à définir ces journeys, tous nos parcours automatisés, à les optimiser. Et on s'est juste dit, en fait, on peut continuer à les optimiser de manière manuelle, on peut continuer à faire de l'A/B testing. Finalement, on a toujours des choses à tester, c'est pas infini, mais presque. Mais voilà, on est un petit peu limité par la capacité humaine, tout simplement, à faire des tests, et puis par le temps qui est nécessaire aussi pour que les choses soient testées et que les résultats soient significatifs. Et on s'est juste dit, bah, on a deux possibilités, soit continuer à faire du testing comme on le fait de manière manuelle, soit tenter autre chose, et en l'occurrence, tester un outil d'AI decisioning. Alors justement, on l'a mentionné plusieurs fois, mais est-ce que tu veux te lancer dans une définition de AI decisioning, Émilie? Comme ça, on sait de quoi on parle exactement. Bien sûr, un outil d'AI decisioning, c'est un outil qui va décider si oui ou non il est bon d'envoyer un message à l'utilisateur, et si la réponse est oui, quel message il envoie. Donc, quel message en termes de canal, est-ce que c'est un email, est-ce que c'est un push, est-ce que c'est un in-app, quel message en termes de contenu, de quoi est-ce qu'on parle d'une fonctionnalité de l'app, est-ce qu'on parle d'une promo, est-ce qu'on parle d'un événement contextualisé.
Et ensuite, une fois qu'il a défini le sujet du message, il va également décider de la copie. Voilà, on peut avoir plein de copies pour un même sujet. Donc concrètement, il n'y a plus vraiment d'orchestration de parcours qui est faite, à l'inverse d'une plateforme un peu plus classique et des plateformes CRM classiques, ou en tout cas de la façon dont on faisait du CRM jusqu'à maintenant, où c'était vraiment le CRM manager qui décidait l'orchestration du parcours en disant bah, J1 c'est un email, à J2 c'est un push, à J3 c'est une in-app, et voilà ce que je raconte dans chacun de ces messages. Eh ben, merci Émilie pour cette définition. C'est jamais vraiment un exercice facile de définir les choses, mais en tout cas, je pense que tout le monde a un peu mieux compris. Mais justement, chez Deezer, est-ce que vous avez développé ça en interne ou est-ce que vous passez par un outil tiers? Comment ça se passe? Non, on passe par un outil tiers. Il s'appelle AMP, avec lequel on fait actuellement un POC. Voilà, et c'est un outil qui est assez récent, qui a quelques années d'ancienneté, tout au plus, et voilà, qui s'est lancé sur ce créneau-là. Et donc, du coup, AMP, alors ça s'écrit, il me semble, AAMPE, c'est Oui, ça. Voilà, c'est un outil, du coup, d'AI Decisioning. Et en gros, concrètement, on comprend effectivement que c'est eux qui vont avoir la connaissance, la réflexion derrière pour créer les triggers. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il fallait leur donner des données, en tout cas oui. de leur partager pour qu'ils puissent faire leur travail. Comment ça se passe concrètement avec la plateforme, avec le site web de Deezer? Donc effectivement, je te disais qu'il fallait définir une librairie, une bibliothèque de contenu. Et par ailleurs, il faut aussi les nourrir avec des événements, des custom events, des attributes, voilà, donc des choses qui viennent qualifier comment dirais-je, un comportement de l'utilisateur, ou alors un élément qui va venir définir un utilisateur et qui va nous permettre de dire qu'il fait partie de telle ou telle audience. Donc il faut évidemment nourrir la plateforme avec ce qui va permettre plus ou moins à la plateforme de définir si tel utilisateur est éligible pour tel message. Donc voilà, des attributs, des events et des messages. Et comment ça se passe concrètement? En fait, c'est du self-service ou est-ce que tu as des équipes derrière qui t'aident, qui t'épaulent dans ce sujet? Alors sur l'implémentation technique, pour le coup, nos équipes en interne sont mobilisées pour que ces attributs et ces events soient transférés sur la plateforme. Donc plutôt Voilà, c'est des profils techniques, des développeurs? exactement, exactement. Donc c'est pas quelque chose qui nous a pris des mois et des mois et des mois full time. Voilà, il y a évidemment un job de connexion entre guillemets, d'intégration qui est à faire par ces équipes-là. Euh, mais ça a été faisable pour nous en quelques semaines, mois tout au plus, globalement, voilà, en passant un petit peu partout et en comptant un petit peu tout. Nous, les attentes, en gros, c'est de voir si un tel outil peut nous permettre d'aller chercher un incrément, un uplift qu'on n'aurait pas pu aller chercher avec un outil CRM d'orchestration classique. Voilà, donc c'est vraiment, est-ce qu'on peut débloquer finalement un incrément qu'on n'aurait pas débloqué sans ce genre d'outil? Est-ce qu'on peut avoir un incrément sur nos KPI d'activation, de conversion, de réabonnement, etc. Du coup, on comprend effectivement que AMP va vous aider à détecter des momentum qui ont une importance chez vous. Donc, j'imagine que ça va être des actions, comme tu disais dans la minute KPI, sur est-ce que l'utilisateur est actif. Est-ce que du coup, il va également vous aider à envoyer sur le bon canal. Tu disais ça aussi? Oui, oui, totalement, totalement. En fait, l'outil, effectivement, va nous permettre de détecter potentiellement des choses qu'on n'aurait pas détectées. Alors, tout ceci dans un monde idéal, hein. Encore une fois, on est vraiment dans une dynamique de POC de notre côté. Donc, voilà, c'est les attentes qu'on a et on attend aussi de voir si nos attentes sont matchées. Mais en tout cas, nous, dans un monde idéal, effectivement, un outil d'AI Decisioning nous permettrait de détecter des choses qu'on n'avait pas détectées avant par nous-mêmes et de manière assez intuitive et assez automatique, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, nous permet de dire, bah, tiens, on a remarqué que ce trigger pourrait fonctionner, on envoie des messages quand les utilisateurs le font, quoi. Et donc, tu me parlais aussi, David, de la façon dont on allait avoir des learnings et si potentiellement un outil d'AI decisioning allait nous permettre d'aller plus loin. Et là-dessus, bah, on s'interroge encore et on n'a pas encore tout à fait été au bout de nos investigations, entre guillemets. On n'est pas encore allé au bout de ce qu'on souhaitait comprendre.
Ce qui est certain, c'est qu'on part d'une situation où, avec un outil comme Braze, un outil d'orchestration CRM tel qu'il existait jusqu'à présent, on part d'une situation où on est vraiment moteur sur nos A/B tests, où on se dit on veut tester A versus B, on priorise ce test, on le met en place et ensuite on l'analyse. Et pour le coup, on a vraiment un learning qui est clair. C'est-à-dire que si je veux expliquer à qui que ce soit chez Deezer, par exemple, parce que parfois les gens chez Deezer nous demandent évidemment des learnings qu'on a via le CRM, c'est tout à fait normal, on est très capable de communiquer des learnings clairs parce que on sait ce qu'on a testé et on a eu un résultat clair. Avec un outil d'AI decisioning, en fait, finalement, toute la capacité d'A/B test, elle est déléguée entièrement aux agents, à ces fameux agents IA, sans qu'on ait besoin de leur dire teste-moi ceci, teste-moi cela, et qu'est-ce que ça spécifiquement ça a donné comme résultat. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si ça reste un Non, peu c'est très bien. conceptuel. Ouais, parce que évidemment, quand on suit ça d'un petit peu loin, ça peut paraître un peu complexe, mais globalement, la logique d'un outil d'AI decisioning, c'est de lui donner tout ton contenu et eux, enfin les agents, quand je dis eux, c'est les agents, font des tests en continuité et puis du coup, à partir de ces tests, envoient le bon message au bon moment à un utilisateur. Mais de là à nous dire tel message fonctionne mieux sur tel segment ou ceci, pas vraiment. En fait, pour l'instant, en tout cas, nous, on n'est pas vraiment capable d'avoir ce niveau de learning. Peut-être parce qu'on démarre tout juste. Voilà, il y a mille et une raisons. Mais on a Faut cette commencer comme question-là. ça, en tout cas. Voilà, exactement. Non, c'est super intéressant et le machine learning, du coup, brille de mille feux dans ce projet, j'ai le Bien sentiment. sûr. Et justement, pour peut-être finaliser sur ce sujet-là, là, on comprend que vous êtes en train de faire le POC, mais qu'est-ce qui sera un bon POC versus un mauvais POC pour toi, Émilie, de ce point de vue-là? Ouais, c'est quelque chose d'assez classique, hein. Pour le coup, on a bien défini des success metrics en amont de notre POC. Voilà, donc nous, on est clair sur ce qu'on souhaite observer. Voilà, et puis donc on fera le point à la fin du POC pour voir si on est là où on s'attendait à être. Voilà, compte tenu de ce qui peut effectivement arriver pendant le POC et des choses qui peuvent éventuellement faire évoluer les choses à la marge. Donc on a aussi une marge de flexibilité, une marge de manœuvre. Voilà, en l'occurrence, nous, on avait lancé le POC en se disant on met en place un use case dans l'outil, c'est-à-dire on ne migre pas toutes nos communications et tout notre portfolio de parcours automatisés dans l'outil, on part sur un premier use case. Finalement, on s'est dit que c'était peut-être plus malin d'en mettre d'autres, d'avoir des use cases un peu différents, parce que chaque use case n'a pas le même historique, n'a pas déjà la même performance de base, et donc voilà, on veut vraiment donner à l'outil toutes les chances de nous prouver que ça peut être utile pour nous. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique très positive et puis on est surtout très curieux en fait. On est très curieux de voir comment tout ça fonctionne. On prend ça comme du learning. On espère évidemment que ça va fonctionner et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas finalement. C'est presque à la marge. Enfin, je pense que collectivement, on est aussi tous dans une démarche d'apprentissage sur ce sujet. Donc c'est hyper chouette. Non, super intéressant et merci encore une fois d'avoir partagé ce projet. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter quand on aura un peu plus de recul. Vous testez combien de temps là à peu près? On en a encore pour quelques mois. Voilà, ça fait Ok. déjà quelques mois que ça a démarré, encore pour quelques mois. Merci beaucoup pour ce sujet. Donc, c'était comment l'AI Decisioning permet de briser les plafonds de verre CRM. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de notre milieu parce que le CRM est aussi impacté, hein, de toute façon, c'est Bien sûr sûr, et certain. bien sûr. Ça me fait une transition toute trouvée pour la rubrique qui suit, qui est Retour vers le futur. Je te retrouve juste après le jingle. Et ce magnifique jingle de Retour vers le futur. Je ne sais pas si tu es une fan de Très film. on point. Alors non, je ne suis pas fan, mais j'ai quand même le minimum de culture à ce sujet, donc j'ai reconnu. C'est ça. Écoute, je t'invite à monter dans la DeLorean, du coup, de Marty McFly et de Doc. On va faire un petit exercice de style, Émilie. C'est qu'est-ce que tu vois pour le CRM dans 10 ans? Alors 10 ans, enfin C'est loin, hein. c'est vraiment, ce sera une nouvelle ère. C'est clair. Les choses bougent tellement vite que je pense même qu'on pourrait poser la question à 5 ans et ce serait déjà, à mon avis,
Enfin, ça va déjà Bah être une écoute, je grosse révolution. reprogramme la time machine. Hop, 5 ans. C'est parti. 5 ans. Tu vois, la magie du truc. Bah, déjà, j'enfonce des portes ouvertes, mais évidemment que l'IA sera au cœur de tout ce qu'on fait. Donc là, c'est évidemment balbutiant, on commence tout juste à parler d'AI decisioning. Je pense que dans 3, 5 ans, et à plus forte raison, dans 10 ans, ce sera devenu Un standard. la base, un standard exactement. Donc tout ce qui sera CRM sera powered by IA, évidemment de la copie jusqu'à l'aspect decisioning. Je pense aussi que ce qui va évoluer dans les prochaines années, ça va être je réfléchis en même temps que je parle, mais voilà, la gestion de la data cross canal. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur, il peut être géré par le customer care d'une part, et puis géré ensuite en digital, en perf marketing d'autre part, et puis ensuite en CRM. Et potentiellement en boutique pour les acteurs qui ont un réseau de distribution physique. Je pense que demain, toute cette data-là, elle sera enfin centralisée. Il y a peut-être des acteurs pour lesquels c'est déjà centralisé, c'est déjà magique. J'ai plutôt l'impression que c'est encore parfois un peu laborieux à ce niveau-là et c'est un petit peu difficile de casser les murs, voilà, Ouais, entre donc toutes. dans ton futur, il n'y a plus trop de silos, quoi. On traite le Exactement. Donc, client le au nom d'une client, voilà. marque et pas au nom d'un pôle, quoi. Et exactement. Donc, on aura vraiment des écosystèmes intégrés à 100% finalement. Avec des outils qui permettront de faire les passerelles entre tout. Et ça existe déjà, bien évidemment. De là à dire que c'est une réalité d'un point de vue opérationnel, ce serait faux, en tout cas chez nous. Pas encore, mais voilà, j'ai bon espoir qu'un jour ça arrivera. Et donc qui permettra évidemment une orchestration cross-canal, mais vraiment à l'échelle de tous les canaux finalement qui sont customer-facing. Eh ben écoute, hein, on se donne rendez-vous du coup dans 5 ans, hein, si je comprends bien, Émilie, pour voir si Ouais, toutes tes prédictions se réaliseront. Et bah écoute, je te propose de remonter dans la time machine et on se retrouve pour la suite. Du coup, Émilie, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Et oui, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet. Je voulais profiter de ta présence justement pour t'inviter sur la Minute d'Autisme pour parler de ressources humaines. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Alors du coup, on aura peut-être reconnu la Minute d'Otis. C'est le monologue d'Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je pense que bien celui-là, sûr. tu l'as vu. Oh, bah alors celui-là, il est classique de chez classique. Et justement, bah, comme on demanderait peut-être à Otis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation d'être Head of CRM? C'est une super situation. Moi, j'adore ce que je fais. Franchement, j'adore vraiment ce que je fais. Alors, Alors du coup, comment t'en es arrivé là? ouais, c'est une bonne question. Parce que c'est ce que je disais dans mon intro. J'ai pas un parcours CRM classique dans le sens où je fais pas ça depuis 10 ans. Mais j'étais déjà dans une boîte qui a un business d'abonnement, hein, donc Canal+. Donc il y a évidemment des choses qui étaient familières quand je suis arrivée chez Deezer. Et donc j'avais déjà cette dynamique d'acquisition, de rétention d'abonnés, de réabonnement, etc. Mais vraiment sur la partie CRM pure, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'avais fait avant. Et en même temps, de près ou de loin, j'avais toujours bossé avec les équipes CRM quand j'étais chez Canal. Et vraiment, ce que j'adore, moi, c'est l'aspect analytique de la chose. Je pense, un cerveau un petit peu plus analytique que créatif. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui diront qu'ils adorent le CRM parce que ça peut être créatif en un sens. Moi, j'adore le CRM parce que c'est très analytique et qu'en fait, c'est la data qui nous drive dans tout ce qu'on fait, en tout cas dans la vision que moi j'ai du CRM. Et je trouve ça génial. Et évidemment, on top of that, on peut être créatif, on peut voilà, définir des parcours qui vont vraiment répondre à des besoins clients et qui vont vraiment nous aider à atteindre nos KPI. Mais vraiment, cet aspect analytique, moi, j'adore. Et j'aime aussi la proximité qu'on a avec les équipes produits et tech. C'est quelque chose pour le coup que j'ai complètement découvert, surtout sur la partie tech. Je ne bossais pas du tout avec des équipes tech avant chez Canal. Et j'adore ça. J'ai un esprit très curieux. J'adore comprendre des choses, décortiquer des trucs, essayer de comprendre quelque chose qui m'est complètement
on va dire, étranger, hein, finalement, les sujets tech. Moi, j'ai débarqué il y a bientôt 4 ans, hein, je connaissais rien à tout ça. Et j'ai adoré mettre les mains un petit peu là-dedans et essayer de comprendre, évidemment, accompagné par les équipes tech, les équipes tech pardon, qui sont top, avec lesquelles on bosse hyper régulièrement. J'adore cet aspect-là. Enfin, ça nourrit ma curiosité et j'adore ça. C'est assez décloisonné comme métier, hein. Je pense que Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a pas une exactement. formation. Tu mets le doigt sur un sujet qui est hyper, j'ai envie de dire, structurel, parce que effectivement, il y a beaucoup d'aspects de notre métier qui nous demandent à être créatifs, mais également analytics. Et du coup, chacun est plus ou moins appétent à l'une ou l'autre. Et je pense que c'est aussi pour ça que notre métier est si passionnant. Et justement, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Et qu'est-ce qui est important selon toi? Alors, ce qui est important selon moi, et donc là pour le coup je le répète, c'est vraiment d'avoir un esprit analytique. Pour moi, c'est hyper important. D'accord. C'est hyper important parce que moi, ça drive tellement tout ce que je fais ou la plupart des décisions que je prends que, en fait, si on n'a pas cette appétence pour les chiffres, si on n'a pas cette appétence pour des tableurs Excel, pour des dashboards avec des chiffres à virgule un peu dans tous les sens, ça peut être compliqué. Voilà, si on n'a pas cette appétence pour le chiffre, tout simplement, moi, je pense que c'est pas forcément un métier dans lequel on va s'épanouir. En tout cas, encore une fois, selon moi, il y a sûrement différentes façons de vivre les choses. Donc voilà, je dirais un esprit analytique et une appétence aussi pour la gestion de projet, pour Donc l'organisation, d'être bien organisé, exactement structuré. la coordination cross-équipe. Voilà, tu l'as dit très justement, on travaille en collaboration avec beaucoup d'équipes chez Deezer. Donc parfois on est en fin de chaîne, parfois on est en début de chaîne, parfois on est un peu au milieu. Donc vraiment, on n'a pas toujours la même position. Parfois on a une position qui est un peu plus inconfortable quand on est en fin de chaîne. Et parfois, c'est nous qui lidons des projets sur des initiatives qui sont générées par nous. Donc voilà, la gestion de projet, la volonté de bosser en équipe et une appétence pour livrer des projets et voir des choses comment dirais-je, se concrétiser. Voilà, ça c'est hyper gratifiant aussi parce qu'on a des cycles qui sont assez courts, je dirais. Voilà, on a des cycles qui font entre 3 et 6 mois, donc on a vraiment des projets qui deviennent Oui. finalement réalité assez vite. Donc c'est assez gratifiant. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. C'était la Minute d'Otis. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc c'est une bonne situation, Head of CRM. C'est une super situation. Eh ben écoute, on arrive à la dernière rubrique, Émilie, et le temps passe super vite. Je t'avoue que je te garderai bien encore une heure ou deux pour décortiquer les sujets, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu es une personne passionnée et passionnante. Je dis pas ça pour te passer te brosser dans le sens du poil, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, et j'espère que les auditeurs et auditrices le ressentent aussi. Et du coup, on a une petite coutume sur CRM Heroes, c'est que je te propose de partir sur le 60 secondes chrono. Alors peut-être que tu as déjà vu ça. Alors Hugo Décrypte l'utilise dans son émission. C'est 60 secondes pendant laquelle je vais te poser un max de questions. Et du coup, tu vas devoir me répondre par des réponses courtes, donc oui, non ou une seule phrase. Et si vraiment tu veux pas répondre, tu as le droit à un joker et peut-être deux. Allez, Max. ça marche. Ok, c'est parti. Eh ben, je te propose de lancer dans 3, 2, 1. Alors, ta définition du CRM en un seul mot. Client. Le conseil que tu donnerais à ton toi junior. Ça va le faire et ça va être génial. Le KPI le plus surcoté selon toi. Oh là là. Tu peux passer, hein. Je passe. Tu es plutôt Mac ou Windows? Je suis plutôt Mac. Ta destination de vacances idéale. La campagne, le Cantal. Pour écouter tes podcasts, tu es plutôt Spotify, Apple ou l'autre. Oh là là, j'ai envie de mourir. 10 heures. Ta routine du matin pour être productive. Prendre ma douche, m'habiller tout de suite et me mettre devant mon ordi. Plutôt team café ou thé? Café. Télétravail 100% ou hybride ou full office? Ça dépend des périodes de ma vie. Là, je vais passer en full télétravail. Intéressant. Et tu es plutôt une lève tôt ou une couche tard? Une couche tard.
Team chien ou team chat? Sur le gong, est-ce que tu veux répondre à cette question? Chien, team chien, ouais. Et voilà, bah, écoute, je te remercie, Émilie. C'est vraiment pas un exercice facile, hein, n'est-ce pas? C'est un peu Ah stressant quand ouais, il y a le petit le KPI. Ah ouais, moi je m'attendais vraiment à genre thé ou café, été ou hiver, quoi. Donc j'étais pas suffisamment préparée. Mais c'était super. Non, bah, t'inquiète, écoute. Merci encore d'avoir pris presque 1 heure ensemble pour Ouais, discuter de ce sujet. avec plaisir, David. Merci à toi. Eh ben, écoute, je t'en prie. Eh ben, en tout cas, si vous avez des questions à poser à Émilie, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur l'AI Decisioning, parce que vous-même, vous vous posez la question de savoir oui ou non on veut tester ça et comment faire. Ben, si tu veux bien, je mettrai tes contacts, ton LinkedIn peut-être en Ouais, bien description sûr, de ce podcast. bien sûr. Parfait. Et écoutez, je vous dis à très bientôt sur le podcast CRM Heroes. Merci beaucoup de votre écoute. Salut Émilie. Ciao, merci.